suite à la première phase de questions fréquentes autour du projet Helium. Je vous invite bien entendu à revoir cette première vidéo qui aborde déjà les questions les plus fréquentes. Et aujourd'hui, je vais adresser d'autres questions qui viennent régulièrement et qui ne sont pas dans cette première vidéo. Alors pour rappel, le projet Helium, c'est un projet de réseau collaboratif dédié à l'IoT. Vous trouverez beaucoup d'informations sur son fonctionnement sur la chaîne YouTube ou sur mon blog disque91.com. Je ne vais donc pas revenir dans cette vidéo sur le fonctionnement de ce réseau-là, mais j'adresse ici plutôt les questions courantes des nouvelles personnes qui rentrent sur le réseau. Alors, dans ces questions courantes, il y a souvent une question qui revient et qui est tout à fait légitime et qu'il est important de rappeler, c'est quel est le statut des personnes qui participent à ce réseau, qu'on va appeler des mineurs, puisque dans ce réseau, on va générer un token. Donc ce token correspond à une valeur financière, et donc on parle de minage de crypto-monnaies. Alors, quelle est la réglementation derrière le fait d'être un mineur en France? Personnellement, je vais tout de suite vous le dire, je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste. Donc du coup, en fait, je ne peux vous dire que ce que j'ai compris par moi-même. Et il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de choses sur la fiscalité associée aux mineurs qui soient disponibles sur Internet. Bref, ce qui est important à retenir et qui semble assez clair, c'est que lorsque l'on est mineur, en fait, on réalise une activité de type non commercial, mais une activité professionnelle quand même en tant que mineur. Et donc, à ce titre-là, il faut déclarer les revenus qui sont issus du minage. Et donc, pour déclarer des revenus issus du minage, eh bien, il faut en général une entreprise. Donc, il est fortement recommandé aux gens qui ont des hotspots de se mettre soit sur une entreprise de type auto-entrepreneur, soit sur une entreprise de type SAS en fonction de ce que vous faites. Bon, bien sûr, si vous avez un hotspot, à mon sens, il vaut mieux être sur une entreprise de type auto-entrepreneur. Une fois qu'on est en entreprise auto-entrepreneur, eh bien, on doit déclarer des revenus tous les trimestres sur lesquels on va payer des charges auprès de l'URSSAF et autres. Ces charges-là, il faut comprendre qu'elles sont déclarées en fonction des revenus de minage et pas des revenus fiat, c'est-à-dire des revenus financiers en euros que vous sortez de votre portefeuille. Ça, c'est le truc qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, finalement, à chaque fois qu'on gagne un token, eh bien, ce token, c'est comme si on avait rendu une prestation de service pour laquelle on avait reçu de l'argent. Et donc, il faut déclarer ce token, et il faut le déclarer avec une valeur en euros, puisque l'État n'accepte pas encore le Bitcoin pour être payé. Donc, il faut le déclarer en euros, et donc, il faut déclarer la valeur correspondante au token au moment où vous l'avez reçu. Alors ça, c'est quand même assez compliqué, parce que sur Helium, il y a des tokens qui peuvent tomber à peu près toutes les heures. Donc en fait, la valeur, elle va même au sein de la journée changer. Alors il y a des outils qui vous permettent de faire ça, entre autres puisque aux États-Unis il y a une déclaration annuelle qui doit être faite sur la même base. Donc en fait il y a des outils qui permettent de générer ce report. Pour l'instant j'ai vu que des outils qui généraient le report sur une année complète, mais ça doit être customisable. Là j'ai pas de lien encore à donner, mais on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Donc du coup il faut à chaque fois que l'on a un token, regarder son cours et donc le valoriser en euros. Je vous laisse faire votre tambouille pour savoir si vous le valorisez à l'heure, à la journée, à la semaine, voilà, vous gérez. Normalement, en tout cas, c'est au moment où vous recevez le token. Et ça, c'est la base déclarative. C'est la base déclarative sur vos revenus de minage. Et c'est sur cette base-là que va s'appliquer les taxes qui vont être au niveau de l'URSSAF et au niveau des impôts sur le revenu. Voilà. Si vous êtes en auto-entreprise, dans ce cas, il faudra déclarer tous les trimestres ces revenus-là sur cette base de montant dans la catégorie bénéfices non commerciaux, BNC, sur lequel a priori est appliqué un taux de charge qui est à régler à l'URSSAF. Honnêtement, pour l'instant, n'ayant pas encore eu l'occasion de le faire, je ne peux pas vous dire quel est ce taux-là, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je sais qu'en général, quand on fait du service, on est autour de 24%, mais sur du BNC, bon, voilà, je vous le dirai quand j'en serai sûr. Moi, je pars comme base que ça doit être la même chose que sur des bénéfices commerciaux, et donc, du coup, je pars sur 24% aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, parce que j'ai rien trouvé qui me donne l'info. Donc ça fait, donc sur vos tokens, il y a déjà cette part-là qui devrait partir auprès de l'URSSAF. Et ensuite, eh bien, ce que vous avez reçu comme token correspond à un revenu. Donc si vous êtes en auto-entreprise, c'est un revenu personnel et qui vient donc sur votre imposition sur le revenu.
Pour les BNC, il y a un pourcentage qui est dégrévé sur ces revenus-là qui correspond à des frais, et donc typiquement aux frais de minage, donc l'achat du matériel, l'électricité, ce genre de choses, sachant que ce ne sont pas des frais réels, mais c'est un frais forfaitaire, et donc il y a un abattement. Alors là encore, je ne suis pas sûr du chiffre parce que je fais ça de mémoire, et voilà, mais je crois que c'est autour de 30%, donc vous vérifierez. Mais ça, c'est automatique, en fait, vous déclarez le montant que vous avez perçu et il y a un abattement qui se fait dans le calcul des impôts. Et donc, cette somme-là, eh bien, elle va s'ajouter à vos revenus et donc, c'est imposable sur le revenu en fonction de votre tranche fiscale. Donc, ça peut monter jusqu'à 41% d'imposition. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, à chaque fois que vous générez un HNT, vous avez à peu près 50%, peut-être un peu moins, enfin en tout cas entre 30 et 50%, qui devraient disparaître dans de l'imposition au niveau URSSAF, au niveau imposition sur le revenu, et donc il faut bien le prendre en compte. Le point très important, c'est que ça disparaît sur la valeur du jour où ça a été produit. C'est-à-dire que si vous avez stacké, gardé vos tokens pendant 5 ans, pendant toute l'année, vous avez eu des tokens qui ont valu par exemple 10 euros, c'est pratiquement le cas aujourd'hui, enfin 10 $, vous les avez gagnés à ce montant-là, et bien grosso modo, sur chaque token, il y a pratiquement 5 euros qu'il va falloir reverser à l'État. Si à la fin de l'année, ces tokens valent plus que 50 centimes, et que vous ne les avez pas vendus à 10 $ ou 10 euros, eh bien il va quand même falloir, enfin vous aurez quand même payé des charges sur ce montant de 10 euros. Donc grosso modo, vous aurez perdu plein de pognon. Alors, chacun fait exactement comme il veut, vous pouvez prendre le risque, ainsi de suite. Moi, j'ai tendance à partir du principe que, du coup, la partie qui est due aux impôts, c'est mieux de la vendre quand on la touche, enfin, ou plutôt quand on la touche, de façon à être sûr de l'avoir pour pouvoir payer ces charges-là. Voilà, ça évite de se retrouver en dette, sachant qu'on va payer les impôts l'année suivante et qu'on va payer l'URSSAF que 3 ou 4 mois après, enfin 4 mois après, 3 mois après, pardon. Du coup, on a le risque de mauvaise surprise qui n'est jamais très bonne. Voilà. Donc attention à ce point-là. Ensuite, une fois qu'on a touché cet argent-là, donc cet argent, c'est comme s'il était arrivé sur notre compte en banque. Et donc cet argent, une fois qu'on a enlevé finalement ce qu'on doit payer pour nos différentes charges, eh bien on va le réinjecter dans du placement. Il faut voir les choses comme ça. C'est-à-dire je prends cet argent, c'est mon argent sur lequel j'ai payé mes charges, donc ce qui me reste m'appartient, et ce qui me reste, je peux éventuellement le conserver et le placer dans de la crypto-monnaie. À partir de ce moment-là, ma crypto-monnaie va pouvoir prendre de la valeur. Donc soit parce que mon HNT, je l'ai conservé, qu'il a pris de la valeur, soit parce que je l'ai sorti, je l'ai re-rentré pour le placer dans d'autres crypto-monnaies, donc il aura pris de la valeur. Là, quand on va ressortir cet argent-là, avec cette plus-value, eh bien, il va y avoir une autre imposition, qui est l'imposition sur la plus-value, qui correspond à la flat tax, c'est-à-dire 30% en France qui est appliqué. Mais 30% appliqué non pas sur l'intégralité de la somme, mais 30% appliqué sur la plus-value. Donc il est important, lorsqu'on commence à miner, de bien regarder quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, de façon à pouvoir savoir ce qu'on a réinjecté en termes d'investissement, de façon à pouvoir calculer la plus-value réelle qui est réalisée. Sur la partie déclaration de la plus-value, il y a beaucoup plus de documentation en ligne que vous pourrez trouver sur la façon de le compter, voilà, puisqu'il y a quelques règles de pourcentage de portefeuille et ainsi de suite pour la déclaration d'impôt, donc ça je vous laisse voir. Autre point important, il est obligatoire de déclarer ces comptes en crypto, enfin en tout cas les plateformes sur lesquelles on a des comptes en crypto auprès des impôts. Donc là aussi, je vous invite à regarder ça en ligne parce qu'il y a beaucoup de documentation, mais donc pensez à le faire, c'est une annexe à la déclaration d'impôt et comme elle arrive bientôt, voilà, ce serait pas mal pour vous de regarder en sachant voilà, que vos HNT sur Helium, vous allez sans doute les placer sur Binance et donc Binance est une plateforme qui doit être déclarée. Pour ce qui est des HNT possédés en wallet dans vos téléphones, là je n'ai aucune idée de comment ils se déclarent au niveau des impositions puisque c'est pas une plateforme globale, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même une déclaration à faire. Voilà. Donc encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, je me suis renseigné uniquement pour moi-même pour savoir comment je pouvais déclarer ça. Je vous livre ce que j'ai compris, ce que j'ai trouvé. Quand j'aurai plus d'infos, je les partagerai avec vous. En tout cas, ayez bien en tête que du HNT, c'est pas de l'argent net que vous pouvez mettre dans votre portefeuille. Il y a des charges dessus et je vous rappelle que comme vous avez déclaré la position de votre hotspot d'un point de vue géographique et que vous avez sans doute une
antenne sur le toit, vous êtes facilement retrouvable, beaucoup plus que des gens qui minent du Bitcoin dans une cave. Je vous invite à être vigilant là-dessus, c'est quand même quelque chose qui serait regrettable que vous ayez une mauvaise surprise dans 18 mois sur des montants relativement importants. Donc voilà pour cette question qui ne plaît pas forcément, mais qu'il faut avoir en tête et qui est bien normal. Après tout, il faut bien payer les écoles, les autoroutes et tout, et c'est juste normal. Et puis aussi les autres infrastructures télécom, hein. Il faut bien qu'on finance un peu l'accès à Internet et tout ça. Autre sujet qui revient assez souvent, puisqu'on est dans la régulation, c'est les questions sur le type d'antenne qu'on peut mettre et la puissance, enfin le gain pardon, de l'antenne que l'on peut avoir. Donc j'ai plusieurs vidéos qui vous expliqueront précisément la réglementation sur les bandes qu'on appelle ISM, c'est-à-dire les bandes 800 MHz et d'autres, mais entre autres le 868 MHz. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut juste savoir deux, trois choses. Quand un hotspot va émettre un POC, il va émettre un POC sur une fréquence qui est entre 867 et 868 MHz. Et sur cette fréquence-là, la limite de puissance, c'est 14 dBm, soit 25 mW. Quand le hotspot va émettre un join accept ou un downlink, c'est-à-dire quand il va y avoir une communication vers un objet, dans son cadre de son fonctionnement LoRaWAN normal, eh bien, il va utiliser une fréquence de 869 MHz, et cette fréquence-là est une fréquence sur laquelle on peut émettre avec 27 dBm, soit 500 mW. Voilà. Donc ça, c'est pour les puissances réglementaires. Grosso modo, le hotspot, avec l'antenne qui est fournie par le fournisseur, respecte cette réglementation-là et sort 14 dB avec cette antenne sur le 868 et 27 dB avec cette antenne sur le 869. Bien sûr, comme on a parlé dans la précédente vidéo, on vous conseille de changer cette antenne et surtout de la mettre à l'extérieur. Et donc, si vous changez l'antenne, eh bien, vous changez ce calcul de puissance. Alors, l'antenne qui est fournie en général est une antenne qui fait 2-3 dB de gain. Voilà, donc ce qui veut dire que le hotspot sort sans doute un petit peu moins de 14 dBm, mais est compensé par son antenne qui, elle, a 2-3 dB de gain, qui est standard pour une antenne omnidirectionnelle comme celle que vous avez, quart d'onde, avec votre système. Donc maintenant, si vous mettez une antenne externe, vous pouvez mettre une antenne qui a plus de gains potentiellement, puisque vous pouvez les trouver sur le marché. Et entre autres, si on prend dans les produits rack, vous trouvez des antennes avec 5,8 dB de gain. Si vous allez sur Microtik, vous en avez qui ont du 6 dB, et puis sur du Théoglass, vous montez à 10-12 dBm de gain. Voilà. Le problème, c'est que si vous prenez une antenne avec du gain, forcément, vous allez favoriser la réalisation des POC, puisque vous allez avoir en réception et en émission une puissance supérieure, mais vous risquez d'être hors la loi. Voilà. Donc pour ne pas être hors la loi, il ne faut pas avoir de gain supplémentaire avec son antenne, c'est-à-dire que globalement, il faut plutôt partir sur une antenne de type 3 dBm de gain. Comme ça, vous retrouvez le même gain que celui que vous aviez avec l'antenne d'origine, et donc vous respectez la réglementation pour laquelle cet objet a été certifié. Si vous avez pas mal de câbles entre le hotspot et l'antenne, ce qui peut arriver par exemple sur une installation sur un toit d'une antenne avec un câble de 15 mètres ou 20 mètres qui descend jusqu'au hotspot. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir de la perte dans le câble, tout dépend du câble que vous avez choisi, et pour ceci, vous pouvez regarder mon blog disque91.com sur lequel j'ai un article qui liste les différents types de câbles avec les différentes pertes au mètre que vous avez dans ces câbles-là. Donc en général, vous arrivez très rapidement à une perte autour de 2-3 dB dans le câble. Et dans ce cas-là, eh bien, il est tout à fait intéressant d'utiliser une antenne avec un gain par exemple de 5,8 dBi pour compenser la perte que vous avez eue dans le câble. Globalement, en faisant ça, vous respectez la réglementation puisque finalement vous ne compensez que le gain perdu dans le câble et vous bénéficiez donc de toute la performance possible entre votre émetteur et votre récepteur. Il peut arriver, mais ce n'est pas le cas dans le cas d'Helium, que l'on puisse régler la puissance d'émission du hotspot. J'espère qu'un jour ce sera possible sur Helium, on le fait couramment sur LoRaWAN. Dans ce cas, c'est intéressant d'utiliser des antennes à gain parce qu'on peut limiter la puissance de sortie du hotspot de façon à ce qu'il ne dépasse pas la réglementation, mais on bénéficie en réception de l'antenne du gain.
du gain de l'antenne, pardon. Et donc on bénéficie en réception d'une couverture qui est plus large. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on trouve des antennes avec des gains importants. C'est pas pour compenser des câbles qui perdent beaucoup de dB, mais c'est plutôt parce que quand on peut réduire sa puissance d'émission, et bien du coup on augmente sa capacité à recevoir en utilisant des antennes à gain. Ce n'est pas gratuit d'avoir des antennes à gain. Bon, c'est pas gratuit déjà parce que plus il y a de gain et plus elles coûtent cher en général. Mais c'est surtout pas gratuit parce que forcément, s'il y a du gain, comme il n'y a pas de création d'énergie, ça veut dire qu'en fait l'énergie qui est émise par l'antenne est concentrée dans une zone en particulier. Et donc c'est sur ces zones-là où on va trouver du gain. Donc plus vous avez de gain finalement, et moins votre antenne va être omnidirectionnelle. On va dire qu'une antenne qui a un gain de 3 dB émet pratiquement sous forme d'une sphère, c'est pas vrai, mais on pourrait le symboliser comme ça. Et plus vous allez avoir du gain, et plus cette sphère-là va se transformer en un disque, c'est-à-dire plus votre antenne va émettre tout droit. Donc ça peut poser des problèmes, par exemple, pour communiquer avec des objets qui sont sous l'antenne et qui bénéficieraient de pas mal de pertes. Bon, globalement, si votre antenne est, on va dire que pour la zone qui est en dessous, vous allez quand même avoir pas mal de signal parce que vous êtes proche, et puis finalement ce disque est quand même s'élargit au fur et à mesure où on s'éloigne de l'antenne, et donc assez rapidement on va toucher le sol sans trop de difficulté. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Alors on peut trouver aussi des antennes avec des très forts gains de type Yagi, antenne directive. Là forcément ça va être très difficile de respecter la réglementation avec ce type d'antenne, donc elles sont totalement déconseillées dans le cadre de la loi, et en plus donc, sauf cas particulier où géographiquement il y a une exposition intéressante, mais si vous en positionnez, vous allez pointer des antennes spécifiques et donc vous n'allez pas bénéficier des POC tout autour de vous. Voilà, donc je ne conseille pas ce type d'antenne qui ne respecterait pas la réglementation. Voilà pour les questions qui me viennent en tête aujourd'hui. On a déjà 17 minutes, c'est pas mal. N'hésitez pas sur le Discord Helium à me poser vos questions, surtout pour lister celles que je pourrais aborder dans une prochaine vidéo. Et puis, si vous êtes nouveau sur le projet Helium et que vous n'êtes pas encore présent, connectez-vous bien sur le Discord Helium Global, et là vous trouverez le lien vers le Discord France qui permet à la communauté Helium de s'organiser pour positionner les hotspots et puis pour se filer les tuyaux et bien comprendre comment tout ça marche. Voilà, je vous dis à bientôt en ligne sur les réseaux, et n'oubliez pas mal de docs sur ma chaîne YouTube Disque 91 et mon site internet disque91.com.